Il est 17 heures, donc vous êtes dans les délais, donc je vous remercie de cette présentation. Juste deux petits mots avant de lancer la discussion. Par rapport aux éléments de diagnostic, moi, ce que je sais qu'Internet est un outil intéressant, donc je vous renvoie aux chiffres clés que publie régulièrement l'INSEE sur son site. Vous avez des chiffres clés dans lesquels vous avez tout ce qu'il faut savoir en termes de chiffres sur Cherbourg-Octeville, mais bien évidemment sur toutes les communes de France, les communautés urbaines, les zones d'emploi, les départements, et ainsi de suite. C'est un site qui est très très bien fait. Sur Cherbourg-Octeville, il y a 4 chiffres, moi, qui me semble important de retenir au titre du diagnostic à la lecture de ces chiffres clés officiels de l'INSEE. Le premier, c'est vrai, c'est la baisse de population, une baisse de population qui est conséquente en 10 ans. Entre 1999 et 2009, nous avons perdu 3285 habitants, c'est ce que dit l'INSEE, c'est incontestable. Néanmoins, ce qu'il faut constater, c'est que si nous avons perdu 3285 habitants, nous avons gagné des ménages. Nous avons gagné 673 ménages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de familles nombreuses. Et chiffre d'ailleurs qui mérite la réflexion, sur les 19 332 ménages qui habitent dans des résidences principales, il y en a 47% qui sont des personnes seules. Donc il y a 47% des logements de Cherbourg-Octeville qui sont occupés par des personnes seules. Donc ça, c'est un chiffre qui nous interpelle d'une certaine façon. Alors, vous l'avez expliqué, dans le parcours résidentiel, les mouvements du parcours résidentiel se font à l'intérieur de la communauté urbaine de Cherbourg. C'est-à-dire qu'en règle générale, nous avons plutôt peut-être des jeunes, et puis au moment où ils se mettent, entre guillemets, en ménage, eh bien, ils vont quitter la ville de Cherbourg-Octeville pour poursuivre leur parcours résidentiel sur d'autres communes, qui sont les communes de la communauté urbaine, d'où l'intérêt de pouvoir proposer, dans le cadre des parcours résidentiels, des logements qui soient diversifiés et qui soient adaptés en fonction des différents âges de la vie. Et ensuite, on voit très bien qu'il y a un attrait, et ce qui est tout à fait normal par les services qui sont rendus, du centre-ville de Cherbourg-Octeville pour des personnes qui sont plus âgées et puis qui reviennent parce qu'elles vont bénéficier ici en centre-ville d'un certain nombre de services. Donc c'est le deuxième chiffre que je voulais donner, donc c'est plus 673 ménages. Ce qui est intéressant, c'est que le PLH, on en a parlé, qui s'est déroulé et qui s'est terminé, donc a permis de construire de nouveaux logements. Et quand on regarde les statistiques de l'INSEE, on s'aperçoit que durant ces 10 dernières années, on a plus 651 résidences principales. Donc il y a eu plus 651 résidences principales qui ont été construites en 10 ans, mais qui n'ont pas permis d'endiguer la baisse de la population. Puis enfin, il y a un dernier chiffre qui n'a pas été cité dans le diagnostic, mais qui est intéressant et qui est celui de l'INSEE. C'est celui des emplois qui sont proposés sur la ville de Cherbourg-Octeville. Il ne s'agit pas des personnes en activité qui ont un emploi sur la ville, mais il s'agit des emplois qui sont offerts. Et on constate qu'il y a plus de 24 000 emplois qui sont offerts sur la ville de Cherbourg-Octeville, donc ce qui montre un peu son dynamisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 10 ans, ce nombre d'emplois sur la ville de Cherbourg a augmenté de 1263. Plus 1263 emplois qui sont offerts sur la ville de Cherbourg-Octeville. Et sur la communauté urbaine, on doit être à plus 2600 ou quelque chose comme ça. Vous avez ces chiffres dans les statistiques de l'INSEE. Donc ce qui montre bien que, et sur le bassin d'emploi, me semble-t-il, de mémoire, on doit être à plus de 6000. Donc ce qui montre bien qu'on est en dépit de la crise, alors attention, il ne faut pas non plus atténuer les choses, mais on est sur une zone d'emploi, sur une agglomération et sur une ville qui, en matière économique, a un certain dynamisme, quoi qu'on en dise. Donc d'où l'intérêt du PLH, et c'est ce qui est un peu désolant, c'est de se voir qu'on a des emplois et des perspectives d'emploi, mais que ces emplois, ils sont occupés par des personnes qui résident à l'extérieur de la ville ou qui résident à l'extérieur de l'agglomération, d'où, à travers ce PLH, et vous l'avez compris, même s'il y a de la complexité. Pourquoi il y a de la complexité dans la présentation qui a été faite? Parce qu'on mobilise bien tous les outils qui sont à disposition, à la fois pour le foncier, mais le foncier, ça a été d'une certaine façon la grande avancée
du précédent PLH, puisque les réserves foncières, elles sont là, les outils juridiques, ils ont été mis en place, mais aussi tous les outils juridiques pour proposer justement ces parcours résidentiels qui soient diversifiés, qui s'adressent à toutes les couches de population, et notamment les fameux primo-accédants, hein, des gens qui font d'une certaine façon capter pour qu'ils puissent dérouler l'ensemble de leur parcours résidentiel sur la ville de Cherbourg-Octeville. Enfin, des derniers points, ce qui est intéressant, c'est qu'on agit en même temps sur une nouvelle offre de logement. On a vu qu'on avait, nous, un potentiel de plus de 1000 logements à construire, dont 600 sur Grimesnil-Monturbé, mais les 487 autres, ils ont été identifiés dans ce qu'on peut appeler le diffus. Il y a certes la ZAC des bassins, il y a ce qui s'est fait sur Tiamo, mais il y a d'autres opportunités qui vont se dessiner. On a délibéré notamment pour utiliser un outil dont on a parlé, qui est l'établissement public foncier de Normandie, pour le mandater notamment sur les terrains Simon, où il y avait déjà une étude. Ils ne sont pas dans les 487, ceux-là, ils sont en plus, c'est-à-dire qu'on a une possibilité d'aller beaucoup plus loin, et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est ce système plancher-plafond, puisque en cœur de ville, comme sur Cherbourg-Octeville, on a la possibilité de dépasser cet objectif de 487 logements, et on voit qu'on a un potentiel pour pouvoir le faire, notamment à travers les terrains Simon, mais à travers aussi d'autres opportunités foncières qui ont été identifiées. Dernier point, on agit aussi sur le cadre bâti. Et sur le cadre bâti, c'est à la fois le diagnostic multicritère sur les quartiers qui vont nécessiter sans doute de monter un dossier dans la perspective d'un deuxième appel à projet de renouvellement urbain. Ça, il faudra qu'on le fasse, parce que c'est vrai qu'il y a, et Daniel Le Reculé pourra apporter sa contribution d'une certaine façon tout à l'heure dans le débat, mais c'est vrai qu'il y a des logements vacants. On peut dire que sur les logements vacants, je ne sais pas si tu as les chiffres, Daniel, mais moi j'en ai 234 vacants depuis plus de 3 mois, hein, parce qu'après il y a la vacance résiduelle, etc., mais on a au moins 230 logements qui à l'heure actuelle ne trouvent pas preneur, qui sont bien identifiés, sur lesquels il faudra qu'on continue à travailler. Et puis il faudra aussi qu'on continue à travailler sur le cœur historique, à savoir la fameuse opération de programmation d'amélioration de l'habitat, ce qu'on appelle les OPA, sur lequel il y a eu déjà des choses de fait. Je vais citer quand même 2 chiffres, d'ailleurs j'aime bien les chiffres, mais il y a eu 235 logements de réhabilités dans le cadre de la précédente OPA sur Cherbourg-Octeville, 84 qui sont des propriétaires occupants et 151 qui sont des propriétaires bailleurs. Donc ce qui veut dire que l'OPA a fonctionné. L'OPA a fonctionné, mais elle a ses limites, parce que l'OPA, c'est une incitation financière. À titre d'incitation financière, il faut savoir que la moyenne de réhabilitation, je parle un peu sous votre contrôle, mais la moyenne de mobilisation de fonds pour réhabiliter un logement, c'est à peu près 30 000 € par logement. Sur ces 30 000 €, l'ANA, donc l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, on apporte à peu près 30% pour les propriétaires occupants et 40% pour les propriétaires bailleurs. Donc voilà, c'est quand même une belle incitation financière. Mais ça ne suffit plus. On se rend compte que ça continue, il faudra faire de la pédagogie auprès des propriétaires, mais ça ne suffit plus. Donc il faut aller un peu plus loin. Alors on avait 2 outils coercitifs, si on peut appeler ça. Le premier, il est complexe, on l'a mis en œuvre, mais il faut reconnaître qu'il ne joue pas pleinement son effet. C'est la taxe sur les logements vacants. Alors c'est quelque chose de très complexe, puisque c'est une pénalité fiscale. Il faut le faire avec diligence, d'une certaine façon. Et puis on s'est rendu compte que cette taxe sur les logements vacants, elle ne concerne pas des logements qui sont considérablement dégradés, hein, pour lequel, si j'ai bien compris, le coût de réhabilitation doit dépasser 25% de la valeur vénale, etc. Donc ils sont de facto exclus de cette pénalité financière parce qu'ils sont vacants, parce qu'on considère qu'il y a trop de travaux à faire. Alors dans ces cas-là, si les propriétaires sont récalcitrants pour pouvoir faire des travaux, il faut qu'on passe à un outil juridique qui est coercitif, il faut le reconnaître, et on le fera. C'est ce qu'on appelle l'opération de restauration immobilière. L'opération de restauration immobilière, c'est vraiment, comment dirais-je, le bazooka juridique qui va permettre, à travers un périmètre à définir, et on le voit très bien, on l'a identifié, le périmètre, c'est l'axe prioritaire. Hein, on les connaît, les propriétaires qui, pour des raisons ou pour des autres, ne souhaitent pas réhabiliter leur logement, mais qui contribuent d'une certaine façon à la dégradation de l'image de la ville. Et bien à partir de ce moment-là, on définit un périmètre, on s'appuie sur un opérateur, qui sera l'établissement public foncier de Normandie, et on sera en capacité de faire une déclaration d'utilité publique et d'aller jusqu'à l'expropriation.
pour mener nous-mêmes les opérations à la place des propriétaires récalcitrants. Donc c'est un message fort qu'on est en capacité d'envoyer sur l'axe prioritaire en disant attention, attention, on comprend, il ne s'agit pas de condamner, il s'agit de constater. Et donc moi je me félicite que le PLH reprenne ces différents outils et puisse permettre maintenant à la puissance publique d'agir et en mobilisant tous les financements qui sont nécessaires. Voilà ce que je voulais dire en introduction avant de vous laisser la parole. Et puis le dernier point, ben si, on ne peut que s'en féliciter. On est bien dans une logique de marketing. Hein. Il faut qu'on soit en capacité. La puissance publique ne pourra pas faire tout à elle seule. On sait très bien qu'on a besoin aussi de prendre appui sur des promoteurs privés. Et ça, c'est une bonne chose. On a besoin de faire connaître les atouts de notre agglomération, ses perspectives de développement. Je disais que le drapeau n'est pas en berne en ce qui concerne l'économie locale, même s'il y a des situations individuelles, bien évidemment, de personnes qui ont des difficultés à l'accès à l'emploi, mais on est quand même sur des perspectives et il faut qu'on puisse tirer parti de ces perspectives, il faut qu'on puisse communiquer. Les travaux d'attractivité, de renforcement de l'attractivité portent bien leur nom. Et je cite simplement le titre du prochain colloque de l'Assemblée générale des villes moyennes, comment bien vivre en ville, hein, la solution des villes moyennes. Donc les villes, la nouvelle urbanité passe par les villes moyennes, elle passe par un certain nombre d'actions qui sont à la fois sur le logement, mais qui sont sur l'image de la ville, qui sont sur les services que l'on peut proposer, notamment sur les transports, et on peut se féliciter que la communauté urbaine ait souhaité mettre en place un plan de déplacement urbain à l'échelle de l'agglomération, donc sur un certain nombre de choses qui renforcent l'attractivité, qui renforcent l'atout des villes pour à la fois vivre sa carrière professionnelle, mais aussi bien vivre sa vie personnelle.